l'actualité éco de ce mardi avec vous, Claire Bonichon. Et on commence en France, Claire, pour lutter contre le chômage et surtout le chômage de longue durée. Le gouvernement a annoncé une vingtaine de mesures hier. Oui, alors plus de 2 200 000 chômeurs pointent à Pôle emploi depuis au moins un an. Cela représente plus de 40% des inscrits. Alors pour lutter contre ce fléau, le ministre du Travail a annoncé notamment des formations gratuites à partir du mois de mars. Écoutez, François Rebsamen, il était tout à l'heure l'invité de RTL. Ces 20 mesures nouvelles que nous mettons en place pour certains, pour les préparer, pour les former, pour les aider, pour les accompagner, pour lever les obstacles à la reprise d'emploi. Pour les chômeurs de longue durée, excusez-moi, mais c'est quelque chose, je suis intarissable. Il faut lever les obstacles que l'on n'imagine pas, sur lesquels nous avons travaillé avec les partenaires sociaux. Souvent, des problèmes d'hébergement, des problèmes de mobilité, des problèmes de moyens, des problèmes de garde d'enfants. Donc nous avons travaillé sur tous ces aspects. Donc c'est un plan global. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les partenaires sociaux l'ont porté avec moi. Alors François Rebsamen ne fixe aucun objectif chiffré car malgré une mini-croissance qui devrait atteindre 0,4% au premier trimestre selon la Banque de France, le chômage ne devrait pas baisser cette année. Direction la Grèce à présent, Claire. Athènes reste visiblement déterminée à s'affranchir du programme d'aide internationale. Oui, alors que se tient mercredi une réunion exceptionnelle de l'Eurogroupe, tout au long de la journée d'hier, le ton était à nouveau à la confrontation. Côté grec, le très médiatique ministre des Finances, Yanis Varoufakis, a brandi la menace d'une sortie de son pays de l'euro. Et de leur côté, les Européens sont restés intraitables. La Grèce doit poursuivre ses réformes. De quoi attiser les doutes sur les chances d'une solution négociée entre la Grèce et ses partenaires. Valériane Gauthier. Au lendemain d'un discours sans concessions européennes de la part du chef du gouvernement Alexis Tsipras devant le Parlement, c'est au tour de son ministre des Finances d'affirmer qu'Athènes ne pliera pas. S'il s'agissait d'une pilule dure à avaler, mais aux effets thérapeutiques positifs, que l'on nous forcerait à avaler pour notre propre bien, je recommanderais qu'on la prenne. Si je croyais qu'accepter le plan de sauvetage actuel pouvait sortir la Grèce de la crise, même si c'était avec difficulté et douleur, je recommanderais qu'on le suive, mais je ne crois pas. Les nouveaux dirigeants de la Grèce n'ont pas mis d'eau dans leur ouzo. Ils assurent qu'ils ne prolongeront pas le plan de sauvetage si les conditions ne sont pas renégociées, quitte à renoncer à la dernière tranche d'aide. Une position qui laisse présager d'âpres discussions lors de la réunion mercredi des ministres des Finances de la zone euro, suivie jeudi d'une réunion du Conseil européen. En visite à Washington, la gardienne de la rigueur budgétaire dit attendre des précisions de la part d'Athènes concernant son programme de réforme. Je pense que ce qui compte, c'est ce que la Grèce va mettre sur la table lors de la réunion de l'Eurogroupe ou dans les jours qui suivent. Le président de la Commission européenne a quant à lui prévenu que les pays membres ne céderaient pas à toutes les exigences grecques. La Grèce ne doit pas supposer que la mentalité européenne ait changé au point que la zone euro adopte le programme de Tsipras dans son intégralité. Face à l'intransigeance de Bruxelles, Athènes pourrait demander un coup de pouce financier à Moscou. Le ministre grec des Affaires étrangères doit se rendre dans la capitale russe mercredi. Et à noter que le ministre grec de la Défense annonce ce matin que si l'Allemagne reste inflexible, eh bien, la Grèce devra se tourner vers d'autres partenaires, d'autres pays, les États-Unis, la Russie ou même la Chine. Ouais, ça ne va sûrement pas contribuer à apaiser cette tension. Qu'est-ce qui se passe ce matin sur les marchés financiers? Quelle est la tendance en Asie, Claire? Eh bien, sur fond justement d'inquiétude persistante sur l'avenir de la Grèce, le Nikkei a clôturé en baisse ce matin. La bourse de Tokyo a été minée par le recul du dollar et celui de Wall Street hier soir. Seul Shanghai, vous le voyez, est en hausse de 0,84%, et ce malgré un fort recul de l'inflation au mois de janvier en Chine, à un plus bas de 5 ans, une tendance qui suggère que la demande est de plus en plus faible dans la deuxième économie mondiale. On passe à l'actualité des entreprises, en bref et en images. Et pour commencer, justement, on reste en Chine.
Oui, le géant chinois de l'immobilier Vanda entre dans la cour des grands du sport business. Le groupe a conclu le rachat d'Infront Sport Media, montant de l'opération un peu plus d'1 milliard d'euros. Infront est une société suisse de marketing sportif dont la principale activité est la commercialisation des droits de diffusion de compétitions sportives. Parmi ces compétitions, il y a la Coupe du Monde de football. Résultat décevant pour Michelin. Le fabricant français de pneumatiques a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires d'un peu plus de 19 milliards d'euros, en baisse de 3,4%. Les pressions sur les prix et les effets de change négatifs ont éclipsé l'impact positif de la baisse des prix des matières premières et de ses gains de compétitivité. Et enfin, UBS publie un bénéfice net en hausse de plus de 12% pour l'année dernière, à 3,4 milliards d'euros. Un résultat meilleur que ce qu'attendaient les analystes. Mais la banque suisse a averti, le raffermissement du franc suisse par rapport à d'autres monnaies, en particulier le dollar et l'euro, ainsi que les taux d'intérêt négatifs dans la zone euro et en Suisse exerceront une pression sur sa rentabilité future. Enfin, vous le savez, les choses vont mieux en ce moment depuis quelques semaines entre les États-Unis et Cuba. Et c'est dans ce contexte, Claire, que le groupe américain Netflix a décidé de lancer son service sur l'île. Oui, le site américain de vidéos en ligne dit avoir pris cette décision alors que l'accès à Internet s'améliore et que les cartes de crédit et de débit deviennent plus largement accessibles sur l'île communiste. Mais les connexions privées restent strictement réglementées par l'État à Cuba et elles ne concernent que 3,4% des foyers cubains. L'accès à Internet reste donc très problématique aujourd'hui pour les Cubains. Merci Claire Bonichon, c'est ainsi que s'achève donc ce tour d'horizon de l'actualité éco.